I'm standing here in this exquisite chapel of St. George at Windsor Castle. Je me souviens encore parfaitement de ce que j'ai ressenti en entrant à Clarence House ce matin-là, ignorant que j'allais assister à un moment qui allait bouleverser la monarchie moderne. Tout semblait normal au premier abord, un ciel gris londonien, le léger bourdonnement des radios de sécurité, une atmosphère de calme matinal qui ne se brisait généralement que plus tard dans la journée. Mais avant même d'atteindre l'escalier de marbre, je l'ai vu dans les yeux du personnel. Ils évitaient de se regarder. Leurs mouvements étaient d'une rapidité anormale, comme s'ils pressentaient tous qu'un événement capital allait se produire sans oser le dire. En entrant dans la salle de conférence, je fus saisi par une scène qui me coupa le souffle. La pièce d'ordinaire, emplie de chuchotements maîtrisés et d'un calme diplomatique, était chargée d'une tension palpable, presque suffocante. La table était jonchée de papiers, leurs tampons rouges, confidentiels, affaires intérieures, criant haut et fort qu'il ne s'agissait pas d'une réunion ordinaire. À la tête de la table était assis Charles, visiblement amaigri, les yeux rouges et gonflés. C'était la première fois que je le voyais ainsi, non pas en roi, non pas en homme d'État, mais en homme perdant le contrôle de sa vie. Le silence était si pesant que j'entendais mon propre cœur battre. Puis il prit la parole. Sa voix tremblait non de colère, mais d'une profonde tristesse accablée par l'épuisement. Il prononça ces mots qui encore aujourd'hui me glacent que le sang. J'ai l'intention de me séparer de la reine Camilla. Le temps sembla s'arrêter. Quelqu'un laissa tomber un stylo. Un des conseillers ferma les yeux très fort. Le secrétaire particulier serra le dossier encore plus fort, comme si son poids allait lui briser les mains à tout instant. J'ai vu les mains de Charles trembler légèrement. Non pas par doute, c'était le plus troublant. Il n'y avait pas la moindre trace de doute en lui. Ce n'était pas une impulsion ni une explosion émotionnelle, mais une décision qui l'avait rongé jusqu'à la moelle. Une décision qu'il portait seul depuis trop longtemps. Ce qui m'a frappé, ce n'était pas seulement le fait qu'un monarque régnant ait voulu dissoudre son mariage, chose qui ne s'était pas produite depuis plus de 4 siècles, mais la prise de conscience que ce n'était plus une affaire privée. Il s'agissait de droit constitutionnel, d'histoire de réputation, d'institution, de patrimoine. Une seule phrase a suffi à tout déclencher. Une phrase qui a déstabilisé la couronne elle-même. La réaction des personnes présentes était révélatrice. Ni joie, ni rire surpris, ni question. Juste un silence de mort absolue. Chacun savait que derrière ces mots se cachait quelque chose de plus profond. Quelque chose de plus grand qu'une simple déception personnelle ou une rupture. Et je remarquais, tandis que mon regard parcourait la table, que la véritable explication se trouvait déjà dans le dossier que son secrétaire particulier serrait contre lui. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'est la façon dont Charles était assis. Le dos légèrement voûté, le regard baissé comme s'il ressentait pour la première fois le poids de sa couronne. Ce n'était pas un homme qui cherchait à mettre fin à son mariage. C'était un homme trahi, profondément blessé et désormais contraint de choisir entre sa souffrance personnelle et la protection d'une institution séculaire. En l'observant, je me demandais depuis combien de temps il portait ce fardeau en lui. Combien de nuits avait-il passé à ruminer les conséquences ? Combien de fois avait-il conclu à maintes reprises qu'en tant que roi et en tant qu'homme, il n'avait pas d'autre choix ? Et surtout, quel effet cela fait-il de réaliser que celui qui a été à vos côtés pendant des décennies a non seulement trahi votre confiance, mais a aussi mis en péril la stabilité d'un royaume. Car il ne s'agissait pas seulement d'un mariage brisé, il s'agissait de la couronne elle-même. J'ai senti l'atmosphère changer lorsqu'un des conseillers juridiques principaux a retiré ses lunettes et a lentement secoué la tête. Son regard trahissait quelque chose que personne n'avait encore osé dire à voix haute, il ne s'agissait pas d'un simple divorce, il s'agissait d'un véritable séisme constitutionnel. Et cette pensée m'a noué l'estomac, non seulement à cause de ce qui se passait à cet instant précis, mais aussi à cause de ce que cela signifierait pour l'avenir du pays, de la famille royale et de la confiance du public. La prise de conscience que ce processus avait déjà été enclenché avant même notre entrée dans la pièce me frappa comme un coup de massue. La discrétion, le secret absolu, le cercle restreint d'initiés. Il s'agissait d'une opération menée dans le contexte d'une crise d'une ampleur sans précédent. Et soudain, je compris pourquoi la voix de Charles s'était brisée. À ce point, il n'était pas simplement un homme mettant fin à son mariage. Il était un roi qui se sentait obligé de protéger son royaume de quelqu'un qui s'était trop approché. En quittant la pièce, j'ai eu le sentiment pour la première fois depuis des années de ne pas seulement assister à un moment historique, mais à un instant qui marquerait les générations futures. Combien de fois une couronne vacille-t-elle à cause de la trahison qui se trame au sein même de ses murs, là où elle devrait être la plus en sécurité ? Et une question me taraudait sans cesse, si la couronne elle-même peut être ébranlée par la main de quelqu'un qui manipule de l'intérieur que signifie même le pouvoir. Je me souviens du moment où j'ai aperçu le dossier pour la première fois. Il était posé sur la table comme par hasard, mais au palais rien n'arrive jamais par hasard. Le tampon rouge de classification, les bords scellés, les noms de 2 services de sécurité qui n'apparaissent jamais ensemble sur un même document, tout criait qu'il ne s'agissait pas d'un rapport ordinaire.
Et pourtant, personne dans la pièce n'avait osé le regarder jusqu'à ce que Charles lui-même le pousse vers moi comme un objet trop lourd à porter plus longtemps. J'ai immédiatement compris que c'était là que résidait le cœur de sa détermination, la vérité sous-jacente, trop explosive pour être murmurée. Quand il ouvrit le dossier, ce fut comme une tempête invisible qui s'abattit sur Clarence House. L'atmosphère passa du choc à une prise de conscience encore plus profonde, une réalisation dévastatrice. Je vis des graphiques, des transcriptions, des relevés bancaires, des en-têtes d'emails. Un véritable réseau d'informations impossibles à mal interpréter. Ce qui n'était au départ que de petits détails prit rapidement la forme d'un tableau inimaginable. Camilla, la femme qui avait lutté pendant des décennies contre le scandale, l'hostilité publique et les résistances internes pour gagner sa place aux côtés de Charles, se révéla avoir un réseau de contacts qui dépassait largement le cadre des relations personnelles. Il comprenait des journalistes, d'anciens conseillers en relations publiques, des stratèges politiques et au moins un consultant étranger. Ce qui m'a le plus choqué, c'est que ce n'était pas de simples rumeurs ou des mensonges. Il s'agissait d'une manipulation structurelle des médias, d'une tentative subtile de saper l'autorité des membres de la famille royale de fuites ciblées et sélectives dans un seul but, renforcer sa position même au détriment d'autrui. Et cela remontait bien plus loin que je ne l'imaginais. Certains documents sont même antérieurs à son mariage avec Charles d'une époque où elle n'était officiellement que la femme de l'ombre. Mais cette ombre s'est révélée bien plus stratégique que quiconque ne l'avait soupçonné. La partie la plus bouleversante du dossier concernait Diana. Je ne pouvais détacher mon regard des pages révélant comment certaines des histoires qui à l'époque jetaient une lumière négative sur Diana provenaient de sources désormais liées à Camilla. Charles lisait ces pages non pas avec colère mais avec une profonde et silencieuse tristesse indescriptible. Je l'ai vu porter la main à son visage un instant comme pour empêcher le passé de l'écraser à nouveau. Que ressent-on lorsqu'on découvre que son rêve d'avenir repose sur des décombres qu'on a soi-même créés sans le savoir ? Comment continuer à vivre avec une vérité qui bouleverse le récit de toute une vie d'adulte ? Mais l'affaire est allée plus loin, bien plus loin. J'ai découvert des paiements à des consultants spécialisés dans les attaques en matière de réputation. J'ai vu des références à des campagnes médiatiques qui avaient affecté non seulement Diana, mais aussi William et Catherine. Une manipulation subtile, rien de directement criminel, mais moralement dévastatrice. Et le dernier volet de l'affaire a rendu le tout encore plus douloureux, une série de rapports récents indiquant que Camilla avait tenté d'influencer la couverture médiatique de la maladie de Charles. Non pas pour améliorer son image, mais pour orienter certains scénarios à son avantage politique et institutionnel. Ce n'était pas de la bienveillance, c'était du positionnement stratégique. À cet instant, j'ai compris pourquoi Charles n'avait eu aucun doute en annonçant sa décision. Il avait vu non seulement un mariage s'effondrer, mais aussi une confiance fondamentale se briser. Pour lui, il ne s'agissait plus d'une affaire privée, il s'agissait de la protection de l'État. Une monarchie peut endurer bien des choses, mais pas une subversion interne orchestrée par quelqu'un qui détient la clé de ses appartements. En feuilletant les pages, j'ai ressenti un frisson qui n'avait rien à voir avec la température ambiante. C'était le genre de frisson qui vous saisit lorsque la naïveté disparaît. Ce qui m'a le plus fasciné, c'est que ce dossier n'ait pas été découvert par des journalistes curieux, ni révélé par la frustration du personnel. Il a été mis au jour lors d'un contrôle de sécurité de routine, au cours duquel une évaluation interne des risques était menée dans le cadre du suivi médical de Charles. Autrement dit, cette explosion a été révélée par hasard ou par le destin. Je me suis demandé combien de temps cela serait resté caché si ce conseiller n'avait pas décidé de mettre à jour un profil interne. En observant les réactions des autres personnes présentes, je compris que personne ne l'avait vu venir. Certains restèrent figés, d'autres fixaient le vide impuissant. Quelques-uns dévisageaient à Charles comme si l'image même de la famille royale s'effondrait. La structure du palais d'ordinaire, si inébranlable en apparence, semblait fragile à cet instant. Si même le cœur de la monarchie n'était pas à l'abri des manipulations, à quoi pouvait-on encore croire ? En quittant la pièce après cette séance, je me suis retourné une dernière fois. Charles était assis seul, le dossier fermé, les mains jointes, comme en prière. Non pas pour trouver la force, semblait-il, mais pour comprendre. Et alors, pour la première fois, j'ai ressenti autre chose, une peur viscérale. Car si un roi doit protéger sa couronne de celui en qui il avait le plus confiance, à quel point l'institution est-elle réellement vulnérable ? Cette pensée me trottait sans cesse dans la tête, et une question revenait sans cesse. Si ce dossier contenait toutes ces vérités cachées, quelle vérité restait encore dans l'ombre ? Dès que le dossier a circulé au sein du cercle très restreint de confidents, j'ai perçu un changement fondamental dans l'atmosphère du palais. La loyauté que le personnel avait maintenue pendant des années, tantôt par devoir, tantôt par respect, tantôt par habitude, a commencé à se fissurer visiblement. Clarence House et Buckingham Palace sont des institutions fondées sur la tradition, la hiérarchie et la discipline. Mais même les structures les plus solides peuvent s'effondrer lorsqu'un socle moral se dégrade.
Et c'est précisément ce que j'ai vu se produire. Non pas brutalement, non pas de façon chaotique, mais comme un mur qui s'effrite lentement, chaque nouvelle fissure visible étant inévitable. Le premier signe est venu des hauts responsables connus depuis des années pour leur neutralité, leur professionnalisme et leur inébranlabilité. Des personnes qui avaient traversé des dizaines de changements, de premiers ministres, de tempêtes médiatiques et de conflits familiaux sans jamais perdre leur sang-froid. Mais lorsqu'il est devenu évident que certaines parties du dossier montraient en rente que Camilla avait activement alimenté des rumeurs négatives sur Diana Williams et Catherine, parfois subtilement, parfois de manière ouvertement stratégique, j'ai vu quelque chose se briser en eux. Non pas parce qu'ils étaient personnellement attaqués, mais parce que le fondement même de leur travail était mis à mal. Ceux qui accomplissent cette mission croient en la dignité de l'institution. Et lorsque cette dignité est compromise par une personne haut placée, ils le ressentent presque physiquement. Ce qui m'a le plus frappé, c'est la rapidité avec laquelle les rumeurs ont commencé à circuler. Non par goût du sensationnalisme, mais par déception. De petits groupes d'employés se sont concertés pour confirmer ce qu'ils avaient vu, pour comprendre ce que cela signifiait, pour se sentir moins seuls dans leur choc. La structure du palais fonctionne comme un organisme. Lorsqu'une partie est infectée, tout le système se contracte. Le personnel savait que c'était bien plus grave qu'un mariage au bord de l'effondrement. C'était une crise institutionnelle qui remettait en question leur propre rôle, leurs propres valeurs, leur propre avenir. Les chauffeurs, les gardes du corps, le personnel de maison, des gens qui restent que souvent dans l'ombre, mais dont la loyauté est essentielle au fonctionnement de la monarchie. J'ai aussi remarqué un changement chez eux. Les silences s'allongeaient, les regards se faisaient plus graves. Quand Camilla traversait un couloir, l'atmosphère était différente. Non pas hostile, mais empreinte d'attente, de tension. Comme si chacun cherchait à comprendre à quel point elle était encore proche du pouvoir et combien de temps cela pourrait durer. Et puis l'inévitable s'est produit, les premières ruptures de confiance. Des signes discrets mais révélateurs. Un conseiller qui a soudainement refusé de participer à une réunion d'information sur la communication organisée par Camilla. Un agent de sécurité qui a fait part à ses supérieurs de son malaise face à certaines instructions émanant du bureau de Camilla. Une assistante administrative qui a discrètement transmis des documents à un autre service afin d'éviter que les informations sensibles ne soient diffusées uniquement au sein de son réseau. Rien de tout cela ne constituait une rébellion à proprement parler. Mais il s'agissait d'un effondrement de la loyauté inconditionnelle. Un royaume ne repose jamais uniquement sur la couronne. Il repose sur la volonté de centaines de personnes de coopérer en silence. Lorsque cette volonté commence à s'effriter, la crise se propage à tous les niveaux de l'institution. Ce qui m'a le plus frappé, c'est l'acharnement du personnel à protéger William et Catherine. Non pas parce qu'ils étaient parfaits, ni parce qu'ils étaient des saints au sein d'une institution défaillante, mais parce qu'ils avaient toujours fait preuve d'une qualité plus rare dans cette profession que le pouvoir, l'intégrité. Chacun savait qu'ils étaient le pilier émotionnel d'une monarchie future plus stable. Et maintenant qu'ils étaient la cible d'une tentative de subversion stratégique, le personnel se sentait investi du devoir de les soutenir. Un majordome de haut rang m'a dit un jour, non pas pour colporter des rumeurs, mais comme une observation philosophique, que le palais c'est toujours qui détient la vérité. Et c'est précisément ce que j'ai constaté. Ceux qui avaient servi Charles pendant des décennies n'étaient pas surpris par son chagrin. Ils savaient qu'il ne prendrait pas de décision à la légère. Ils voyaient bien qu'il était brisé par bien plus que la trahison. Il était brisé par la prise de conscience que son propre destin royal reposait sur des fondements désormais en ruine. Cette empathie les a rapprochés de lui et les a éloignés de Camilla. Mais en même temps, cette fronde au palais cachait une réalité encore plus profonde, la crainte que tout cela ne finisse par se savoir. Comment après tout protéger la monarchie d'une crise qui prend racine en son sein? Chaque employé, ayant déjà vécu une tempête médiatique, se souvenait de la rapidité avec laquelle de petites fissures dans la façade pouvaient faire la une des journaux du monde entier. Tous avaient le sentiment que cela était inexplicable sans dommage. Et pourtant, il était devenu impossible de le dissimuler complètement. Le palais se trouvait dans une situation paradoxale, l'institution devait être à la fois transparente et secrète, à la fois honnête et stratégiquement silencieuse. À mesure que cette implosion se propageait, une question revenait sans cesse. Parmi les membres du personnel, une monarchie peut-elle survivre lorsque ceux qui la soutiennent ne croient plus en l'un de ses piliers? La réponse dépendait de la capacité de Charles à diriger, à réparer et à mener le pays malgré son propre désarroi. Et c'est précisément ce qui a rendu cette phase si cruciale. La monarchie n'a pas vacillé à cause des attaques des médias ou des fluctuations de l'opinion publique, elle a vacillé parce que ses propres fondements se fissuraient. En quittant Clarence House ce soir-là, j'ai pris conscience pour la première fois de la gravité de la crise. Il ne s'agissait pas d'un drame familial, mais d'un soulèvement institutionnel né non de la rébellion, mais de la déception. Et je me suis demandé si les piliers de la monarchie vacillent, qui ou quoi maintiendra l'institution debout. Il arrive que l'histoire se manifeste non par des explosions,
mais par des murmures, par de petits signaux qui ne se révèlent que plus tard comme des cris. C'est précisément ce que j'ai ressenti lorsque William a pris ses distances avec Camilla pour la première fois. Ses paroles étaient prudentes, son ton maîtrisé, mais son attitude en disait long, il avait atteint ses limites. Et lorsque son avertissement a atteint les murs du palais, j'ai compris que la crise ne se résumait plus à une simple trahison ou à une rupture de confiance. Il s'agissait désormais de la survie de la monarchie. Et dans le même temps, j'ai constaté combien la faiblesse physique de Charles rendait toute cette structure du pouvoir encore plus fragile que les dossiers sur la table ne l'avaient déjà été. Tout a commencé par un bref point de presse, à première vue routinier, presque insignifiant. On a interrogé William sur l'état de santé de son père, et bien qu'il ait souri gentiment, la lueur dans ses yeux s'est assombrie comme jamais. Il a parlé de besoin de temps en famille, de situations complexes et d'une fragilité cachée. Mais la phrase qui a tout changé est venue à la fin. Il y a des limites à ce que je suis prêt à tolérer, surtout quand le bien-être de mon père est mis en danger. Quiconque suit de près la famille royale a immédiatement compris que ces paroles n'étaient pas fortuites. William n'emploie jamais de langage dur sauf nécessité stratégique. Il adressait un avertissement à Camilla indirectement mais sans équivoque. Pour la première fois de leur histoire, l'héritier était en opposition diamétrale avec la reine consort. Et ce message a été perçu par tous, la presse, le public mais surtout le palais lui-même. Je pouvais presque sentir la tension monter lorsque cette déclaration a ébranlé les structures internes. Le personnel déjà discrètement rallié à William et Catherine voyait soudain sa position explicitement confirmée. Il était l'avenir de la monarchie, pas Camilla. Et en une seule phrase, il avait clairement fait comprendre qu'elle ne bénéficiait plus de la même protection qu'auparavant. Mais à mesure que la dimension politique de la crise s'intensifiait, je constatais simultanément un phénomène beaucoup plus personnel. La santé de Charles se détériorait plus vite que quiconque ne l'avait prévu. Tout a commencé insidieusement, un rendez-vous manqué, une réunion annulée. Des détails qui en temps normal n'auraient pas éveillé les soupçons. Mais lorsque des médecins sont arrivés un soir par une entrée dérobée réservée aux urgences, j'ai compris que ce n'était plus une question de stress ou d'épuisement émotionnel. Il paraissait fragile, comme si l'atmosphère même de l'établissement l'avait littéralement exténué. Je l'ai vu le lendemain dans une pièce privée et le choc fut plus grand encore que tous les événements politiques survenus jusque-là. Ses épaules étaient affaissées. Sa voix s'était affaiblie comme si chaque son lui demandait un effort. Ce n'était pas un roi aux prises, avec des problèmes conjugaux, mais un homme accablé par ses limitations physiques et le poids de ses responsabilités morales. Ce sentiment de désespoir et ce déclin de sa santé indiquaient clairement que le palais était engagé dans une course contre la montre. Les médecins suivaient dans des protocoles médicaux habituellement réservés aux monarques âgés. J'ai vu des graphiques de la fonction cardiaque, des analyses de sang et des indicateurs de stress. Et au milieu de cette masse d'informations, une chose est devenue limpide, Charles n'était pas seulement malade, il était épuisé. Cela posait un nouveau dilemme. Qu'advient-il d'un royaume lorsque le roi n'est plus assez fort pour gérer sa propre crise? Sans parler de celle de la monarchie, les conseillers constitutionnels commencèrent à envisager des scénarios qui semblaient auparavant impensables, une passation de pouvoir temporaire, l'instauration accélérée d'une régence, voire l'ouverture anticipée du processus d'abdication. Il fallait tout prévoir, car nul ne savait combien de temps Charles aurait encore la force de maîtriser la tempête. Alors que sa santé continuait de se détériorer, le rôle de William évolua, passant d'héritier présomptif à dirigeant de facto. Il prit les rênes des discussions, révisa les protocoles et prit des décisions qui relevaient normalement de la prérogative d'un monarque. Et bien qu'il agisse ainsi avec une extrême prudence, je le vis développer une forme de détermination intérieure que je ne lui avais que rarement vue auparavant. Il comprenait qu'il devait agir sans tarder, non par intérêt personnel, mais pour préserver un système qui autrement s'effondrerait sous le poids de la fraude, de la trahison et de la maladie. C'est Catherine qui à cette époque s'est distinguée d'une manière inattendue. Malgré ses propres difficultés physiques et émotionnelles, elle a été un soutien indéfectible pour William. Elle laisse rester calme lorsque les conseillers ont afflué avec de nouveaux problèmes. Discrètement, elle a incarné le pilier moral de la famille à un moment où tout menaçait de s'effondrer. J'ai perçu dans son regard un mélange d'inquiétude, de lucidité et de courage. Elle savait que le bien commun primait désormais sur la souffrance individuelle de chaque membre de la famille. Mais Camilla, sa réaction à l'avertissement de Guillaume et à la santé déclinante de Charles n'a fait qu'aggraver la crise. Au lieu de se retirer ou de faire preuve de compréhension, elle a persisté dans son combat comme si elle croyait encore pouvoir se maintenir au pouvoir en faisant pression sur un roi à peine capable de tenir debout. Ce déni a placé l'entourage dans une situation encore plus délicate. Comment soutenir une personne qui refuse d'admettre que la situation a fondamentalement changé ? Tandis que je voyais les événements se dérouler, je sentais que la véritable question n'était plus de savoir si Charles allait mettre fin au mariage. La question était désormais, aurait-il la possibilité de décider lui-même de cette fin ou son corps lui en priverait-il ? Les jours se faisaient plus difficiles, les murs semblaient
Plus fin la frontière entre les tragédies personnelles et les affaires d'État s'estompait complètement. Et je compris qu'une vérité était devenue incontournable, la monarchie se dirigeait vers un point de non-retour où plus rien ne serait comme avant, quelle que soit l'évolution de la crise. Ce qui se déroulait à huis clos à ce stade ne ressemblait plus à un drame familial, mais plutôt à une opération s'apparentant davantage au démantèlement méthodique d'une figure politique qu'à un divorce. J'ai assisté impuissant au fonctionnement à plein régime de la machine juridique et institutionnelle. Cette même machine habituellement déployée pour protéger la monarchie des crises extérieures. Mais cette fois, la menace était intérieure, ce qui rendait l'approche non seulement plus complexe, mais aussi bien plus impitoyable. Le processus a débuté par une réunion discrète de 3 départements, le droit constitutionnel, le contrôle financier royal et la sécurité intérieure. Il est apparu d'emblée qu'il ne s'agissait pas d'une procédure juridique classique. Il ne disposait d'aucun modèle préétabli. L'histoire offrait peu de précédents. La dernière fois qu'un monarque régnant avait dénoncé son mariage, nous vivions dans un monde sans télévision, sans médias de masse, sans pression sociale pour scruter chaque geste. Or à présent, tout devait être fait avec une extrême précision car un seul faux pas pouvait déclencher une crise constitutionnelle. Ce qui m'a le plus frappé, c'est l'ampleur de l'opération. Il ne s'agissait pas seulement de la dissolution du mariage. Cela touchait au titre, aux droits futurs, à la sécurité, aux obligations financières, à l'image publique et à la continuité institutionnelle de la monarchie. J'ai vu des piles de documents détaillant les conséquences potentielles si Camilla perdait son titre, le conservait ou abdiquait volontairement. Chaque scénario avait des répercussions juridiques, sociales et politiques qui devaient être planifiées avec minutie. La priorité absolue était de réduire ses privilèges officiels. Non pas brutalement, mais progressivement afin que le public n'ait pas l'impression que la monarchie s'effondrait. J'ai vu des documents suspendant ses apparitions publiques jusqu'à nouvel ordre, officiellement pour santé et bien-être. Mais tout le monde savait que la véritable raison était de limiter les dégâts. Ensuite, son accès aux informations confidentielles de l'État a été restreint. Puis presque inaperçu, des notes internes ont confirmé qu'elle ne participerait plus aux réunions d'information de haut niveau. Chaque mesure a été exécutée avec la précision chirurgicale que seule une collaboration étroite entre l'État et la couronne permet. L'intention n'était pas de la punir, mais de gérer les risques. Un ancien conseiller m'a dit un jour « La monarchie ne connaît pas d'ennemi extérieur plus dangereux qu'un membre de son propre pouvoir qui perd le contrôle. » Et maintenant, je comprenais parfaitement ce qu'il voulait dire. L'aspect financier était peut-être encore plus délicat. En tant que reine consort, Camilla bénéficiait de certains avantages, tous liés à sa position auprès du monarque. Dès que cette position prenait fin, les privilèges disparaissaient automatiquement. Mais l'interprétation de cette règle était complexe. Il fallait la protéger de la pauvreté et de l'humiliation publique, tout en empêchant que des fonds publics continuent d'être versés à une personne ayant gravement nui à la monarchie. J'ai vu des tableaux Excel secrets comparant différents forfaits financiers, besoins essentiels, options de résidence, budget de sécurité. Tout devait être proportionné, justifié et surtout discret. Il y avait un autre élément plus explosif encore, son accès aux archives personnelles. Durant son mariage, Camilla avait accès à des documents de la correspondance et des notes qui n'étaient en aucun cas destinés à être divulgués à des tiers. Une partie de l'opération juridique visait à garantir la confidentialité. De nouveaux contrats furent rédigés, assortis d'accords de non-divulgation plus stricts que jamais au sein de la famille royale. Et je le savais, tout cela n'était pas fait uniquement pour protéger les secrets d'État, mais aussi pour empêcher Camilla de tenter d'étayer son récit en divulguant des informations compromettantes de manière sélective ou non. L'événement le plus marquant fut la discussion concernant son titre après le divorce. Devenue reine consort par mariage et non par couronnement, un divorce entraînerait la perte définitive de ce titre. Certains préconisaient de lui rendre le titre de duchesse de Cornouailles, afin de lui conférer une certaine dignité. D'autres estimaient que même cela serait un honneur excessif compte tenu de la gravité de la trahison. J'ai même entendu une proposition plus radicale, ne conserver aucun titre et simplement la renommer Camilla Parker Bowles dans tous les documents officiels. Finalement, personne ne savait quelle solution serait politiquement acceptable sans provoquer un tollé général. Parallèlement, le service de communication préparait un dossier secret de déclaration potentielle. Non pas pour une diffusion immédiate, mais pour être prêt dès que le moment serait opportun. Des dizaines de scénarios ont été testés, des déclarations neutres, des messages empathiques, des déclarations visant à stabiliser la situation, voire des versions permettant d'exprimer une compassion personnelle envers Camilla. Car aussi douloureuse que soit la vérité, le public n'aurait jamais connaissance du contenu intégral du véritable dossier. La monarchie devait maîtriser le récit et non le diffuser. Mais tandis que cette opération juridique et stratégique se déroulait avec une précision chirurgicale, une question demeurait plus que toute autre: comment Camilla réagirait-elle en découvrant l'ampleur du processus? Jusque-là, elle avait cru pouvoir se battre, qu'elle avait du soutien, qu'elle avait un rôle à jouer.
Et je pressentais que sa réaction, une fois qu'elle aurait saisi l'ampleur de son démantèlement, pourrait bien être le moment le plus dangereux de toute la crise. En quittant la salle des documents, je repliai mes notes et sentis le poids de l'instant m'échapper. Ce qui se déroulait là n'était pas une simple séparation, mais le démantèlement d'une identité royale. Un processus qui, aussi cliniquement exécuté, fut-il laissé derrière lui des personnes qui avaient bâti leur vie sur un parchemin qui semblait désormais se réduire en poussière. Et je me suis demandé que reste-t-il d'une monarchie debout lorsque ses murs sont démolis de l'intérieur par celui qui fut jadis l'un de ses piliers. Une fois la destitution de Camilla enclenchée, j'ai senti le palais entrer dans une nouvelle phase, non plus réagir aux crises, mais œuvrer activement à la création d'une nouvelle structure de pouvoir. C'était comme si une horloge invisible tournait au-dessus des couloirs de Buckingham Palace, une course contre la montre, la réputation et l'instabilité. Car une chose était sûre, la monarchie ne pouvait plus se reposer sur des fondements rongés de l'intérieur. Un nouvel ordre devait être instauré, et ce changement allait se produire plus vite que quiconque ne l'avait imaginé. Tout a commencé par un document discret mais significatif, une note stratégique confirmant que l'avenir de la monarchie reposait désormais sur William. Non pas comme un héritier destiné à devenir roi, mais comme le pilier de facto du système. Ces dernières semaines, il avait déjà assumé une part importante des responsabilités opérationnelles, en partie à cause de la santé déclinante de son père, en partie à cause de la rupture de confiance avec Camilla. Mais à présent, ce leadership informel était institutionnalisé. J'ai vu de nouveaux protocoles se mettre en place, plaçant William au centre des décisions de la communication et de la gestion des crises. C'était un transfert de pouvoir rarement visible aux yeux du public, mais indéniablement palpable au sein du palais. Ce qui m'a le plus frappé, c'est que William n'ait pas recherché ce rôle, mais l'ait assumé de lui-même. Je voyais dans son regard la difficulté qu'il éprouvait à réaliser qu'il devait surpasser son père non par ambition, mais par nécessité. Charles était épuisé émotionnellement, physiquement affaibli, et son pouvoir institutionnel était fragilisé. Il avait porté un royaume à bout de bras et en portait désormais les stigmates. C'est précisément pourquoi j'ai vu William apparaître de plus en plus souvent dans des espaces autrefois réservés aux monarques, réunions stratégiques, points de sécurité, consultations constitutionnelles. Comme s'il savait instinctivement que la monarchie avait besoin d'une figure de proue capable de tenir bon, même lorsque le roi, en fonction, ne le pouvait plus temporairement. Dans cette nouvelle ère, Catherine devint la force tranquille qui maintenait l'unité du pays. Sa présence avait un effet apaisant, presque stabilisateur. Tandis que Charles luttait et que William s'imposait comme le nouveau maître à bord, elle incarnait un ancrage moral. Non par des discours, non par des manœuvres politiques, mais par une chaleur humaine et un sens du timing quasi parfait. J'ai vu comment les membres du personnel se calmaient à son entrée, comment les conseillers modéraient leur ton, comment même les situations les plus tendues s'adoucissaient en sa présence. C'était comme si elle insufflait une nouvelle vie à la monarchie. Une monarchie fondée non seulement sur la tradition, mais aussi sur l'empathie, la responsabilité et la dignité humaine. Ils y ont du dignité humaine. Anne a joué un rôle inattendu mais crucial. Elle est devenue la conseillère morale de Charles et de William. Nul autre membre de la famille ne possédait cette même combinaison de sens, du devoir d'esprit et d'expérience. Elle n'a jamais recherché la gloire, et c'est précisément pour cette raison qu'on l'écoutait lorsqu'elle parlait. J'ai été témoin de conversations franches, directes, et parfois même conflictuelles entre elle et Charles, empreintes de ces vérités dérangeantes que seule une sœur peut exprimer. Elle l'a aidé à comprendre que la monarchie n'était pas servie par un roi qui s'obstinait à se détruire dans un rôle qui le dépassait physiquement et émotionnellement. Et elle a aidé William à comprendre que diriger ne se résume pas à faire preuve de force, mais aussi de compassion, de finesse et de la capacité de parfois attendre avant d'agir. À mesure que cette nouvelle structure de pouvoir se mettait en place, j'observais avec une fascination mêlée d'inquiétude la façon dont Camilla gérait son déclin incessant. C'était à la fois tragique et poignant. Ses tentatives de conserver son influence étaient non seulement ignorées, mais aussi structurellement entravées. Les documents n'étaient plus transmis à son bureau, les conseillers en presse étaient gérés sans son accord. Même ses engagements mondains étaient progressivement relégués au second plan. C'était comme si tous les liens qui la reliaient autrefois au cœur de la monarchie avaient été délibérément rompus. Mais le danger ne résidait pas dans sa perte de pouvoir, mais dans sa réaction. Car celle qui a lutté pendant des années contre l'hostilité du public qui s'est réinventée et est devenue reine consort, à un moment où presque personne ne s'y attendait, ne disparaît pas discrètement. J'ai vu son regard s'aiguiser, ses conversations se faire plus chuchotées, ses absences duraient parfois des heures sans explication claire. Des rumeurs circulaient selon lesquelles elle envisageait des poursuites judiciaires susceptibles de renforcer sa position ou du moins de nuire à la crédibilité de ceux qui cherchaient à la destituer. Il semblait qu'elle détenait une dernière carte, une carte dont l'impact, si elle était jouée, restait inconnu. Les tensions s'exacerbèrent lorsque Charles, visiblement affaibli, accepta une nouvelle série de consultations en vue d'une éventuelle abdication.
Dans ce seul mot, abdication, résidait le véritable enjeu de la lutte pour le pouvoir. Qu'elle soit volontaire ou non, elle signifiait qu'un nouveau roi allait bientôt lui succéder. Et avec ce couronnement, le dernier vestige de pouvoir institutionnel de Camilla disparaîtrait à jamais. J'observais le palais se préparer à ce que l'on appelait en coulisses la transition. Un mot à la fois austère et froid, mais inévitable. De nouvelles lettres furent rédigées, de nouveaux protocoles mis en place, de nouveaux rôles attribués. Et au cœur de ces préparatifs se tenait Guillaume, non pas comme héritier présomptif, mais comme futur roi. Sa présence dégageait une autorité grandissante, comme si l'institution l'absorbait peu à peu et le façonnait selon ses besoins. Les derniers jours de cette période étaient empreints d'un sentiment d'inéluctabilité. Chacun sentait qu'une nouvelle monarchie naissait des vestiges d'un ancien ordre. Un ordre où l'amour, la loyauté et la confiance avaient été brisés. Un ordre où Camilla avait jadis trouvé une seconde chance et qui disparaissait désormais à une vitesse vertigineuse. En quittant Buckingham Palace ce soir-là, une question me hantait: que reste-t-il d'une monarchie lorsque la bataille pour son cœur est menée par des personnes aussi vulnérables que le monde qu'elles sont censées représenter? Et surtout, un nouveau roi peut-il apporter la paix à une institution si profondément divisée?